Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Remerciements. Force est pour une auteure de reconnaître ceux sans qui son écrit n'aurait jamais existé. Cet ouvrage me permet d'adresser ma reconnaissance à un nombre réellement important de personnes, dont je n'évoquerai que quelques noms. Par leur présence, immatérielle et ou matérielle, elles ont permis de le porter à maturité. À tout seigneur, tout honneur. La première est sans nul doute Madame Marie Apps. Je ne l'ai connue qu'au travers de documents anciens et poussiéreux, mais qui ont gardé leur richesse et permis d'écrire son histoire. Sans elle, ce livre n'aurait jamais été conçu. En deuxième lieu, je voudrais évoquer mes fidèles et courageuses supportrices. Tout au long du déroulement du fil des termes développés, elles ont suivi mon travail d'écriture, ont apporté l'une ou l'autre idée lumineuse, l'ont relu, corrigé, avec un enthousiasme sans faille, me permettant de croire à ce projet et à son intérêt pour d'autres que pour moi. Je citerai, par ordre alphabétique comme il se doit pour un dictionnaire, plus particulièrement Dominique Dalle, précieuse par sa connaissance encore toute récente de l'Institut. Elle a permis d'enraciner le passé au présent, pour alimenter l'avenir déjà annoncé par de nouveaux textes légaux. Jacqueline Deleuzy, présence discrète mais tellement encourageante, qui, dans un éclair de génie, a trouvé le titre pour cet ouvrage traitant d'une institution où nous avons partagé des moments de dur labeur, mais aussi d'intense amitié. Colette Lowers, pour ses souvenirs irréfragables des années antérieures à celles que j'ai moi-même eu l'occasion de vivre à Marie Apps. Elle a eu à cœur aussi d'apporter des nuances respectueuses et subtiles à certaines de mes déclarations parfois un peu trop abruptes. Anne Ledeck, à la fois dedans et dehors, diplômée de l'Institut et ancien professeur invité pour la psychomotricité, mais vibrant au seul nom de Marie Apps et au souvenir dont mes pages ont alimenté son propre réservoir. Merci à Coralie Desrongers, dont le talent de photographe a permis d'illustrer la couverture de cet ouvrage. Elle a veillé aussi, par une dernière lecture très minutieuse du manuscrit, à y repérer de nombreuses imperfections résiduelles qui auraient pu subsister sans sa vigilance pointue. Je m'en voudrais d'oublier mon romaniste de fils, Lorenzo Campolini, particulièrement bien formé à la correction formelle peut-être, mais aussi à l'approche attentive des auteurs dont il respecte profondément la création et le travail d'écriture. Il reste la multitude des compagnes et compagnons qui m'ont entouré dans mon périple appsien, qu'ils soient compagnons d'études, collègues, étudiants, maîtres de stage, ou toute autre désignation qui pourrait les qualifier. J'aurais voulu pouvoir les évoquer nommément dans les pages de ce livre dont ils ont nourri, sans le savoir, le contenu. Introduction. Je voudrais d'abord féliciter Claire Campolini d'avoir présenté sous la forme vivante et originale d'un dictionnaire la vie de l'Institut Marie Apps, ponctué de coups de projecteur sur nombre d'épisodes et d'acteurs qui ont contribué à forger son image de qualité d'institution d'enseignement supérieur. Pour ma part, en tant qu'ancien membre du conseil d'administration et témoin de la vie de l'Institut ces dernières décennies, je voudrais évoquer les évolutions qui se sont imposées à lui pendant cette période, et qui ont mobilisé l'attention du pouvoir organisateur parce qu'elles impliquaient des décisions importantes engageant fortement l'avenir. Je veux parler d'abord du succès rencontré en général par l'enseignement supérieur non universitaire, et notamment par l'Institut Marie Apps auprès des étudiants, qui a exigé du pouvoir organisateur de se positionner dès 1983 sur la nécessité d'envisager de nouvelles capacités d'accueil, équipées en fonction des besoins pédagogiques nouveaux et d'en négocier les financements. L'autre grand défi a consisté à se positionner un peu plus tard vis-à-vis des mesures de regroupement multicatégoriel imposées par la Fédération Wallonie-Bruxelles, pouvoir subsidiant, dans le cadre de la réforme de l'enseignement supérieur non universitaire. Il a abouti à la constitution de la Haute École Léonard de Vinci, dont Marie Apps fut une des 6 composantes. Je retiens de cette période l'engagement des directions successives de l'Institut à chercher des solutions positives à ces défis, et à essayer d'obtenir l'adhésion de la communauté Marie Apps en s'appuyant sur l'esprit appsien. On pourrait en effet définir celui-ci comme celui qui vise une volonté d'excellence et de qualité dans l'enseignement aux jeunes en s'efforçant d'essayer, à tous les niveaux de pouvoir, d'entendre les solutions proposées, de les analyser et d'aboutir à des décisions qui contribuent à la réalisation des objectifs institutionnels.
Il se nourrit des valeurs humanistes de respect, de tolérance, de loyauté et d'écoute de chacun. Puisse cet esprit se maintenir dans l'environnement nouveau Vinci. Ferdinand d'Outremont. Administrateur, puis président du conseil d'administration. De l'Institut Libre Marie Apps. 1982 à 2014. Préface. Mon passage à Marie Apps m'a laissé des souvenirs extraordinaires, et c'est volontiers que je participe à l'édition de ce livre qui, comme on peut le voir, présente l'histoire de l'école de manière alphabétique, ce qui facilite la lecture et permet également un gain de temps. Parmi mes souvenirs, je tiens à rappeler qu'à Marie Apps, la section assistante en psychologie visait la formation clinique. Les études des assistants ERS en psychologie et en psychiatrie étaient plus que l'enseignement des techniques psychologiques. Outre l'apprentissage des savoirs, il y avait une formation des étudiants à la découverte de ces savoirs par l'expérience. C'est encore toujours d'actualité. Dans notre domaine, la pratique est clinique, c'est-à-dire qu'elle requiert le contact de personne à personne. La clinique est l'ensemble des connaissances acquises par l'observation directe des phénomènes que présente un sujet dans l'entièreté de sa situation. C'est à la fois une science et un art. Elle implique la rencontre directe avec le sujet et l'utilisation des données fournies par l'anamnèse et les examens. Outre la connaissance théorique et celle acquise pendant l'observation, il y a une part personnelle fondée sur l'intuition et sur l'expérience qui constitue ce qu'on appelle le sens clinique. Ce sens clinique implique de la part du futur professionnel une capacité plus importante de contact avec une personne, malade ou non, un esprit de synthèse des éléments de l'anamnèse et des examens, ainsi que de la situation éventuelle du cas dans une nosologie, diagnostic et enfin de l'appréciation de l'évolution, pronostic. Tout le monde n'est pas capable de devenir clinicien. Il faut des dispositions personnelles spécifiques de contact, de sensibilité et d'empathie. Dans ma pratique psychiatrique, j'ai été particulièrement frappé par le fait que les assistants ES en psychologie que j'ai rencontrés ERS avaient fréquemment un sens clinique plus développé que beaucoup de psychologues, de médecins et même de psychiatres. Cette expertise n'était pas seulement due à l'enseignement reçu. Il m'a semblé que les étudiants rencontrés à Marie Apps étaient plus sensibles et peut-être un peu plus inquiets, peu sûrs de leurs capacités, préférant commencer des études apparemment plus faciles plutôt que de se lancer dans un cursus universitaire. Une fois diplômés de Marie Apps, ces jeunes avaient appris à croire en eux. Beaucoup ont réussi ultérieurement avec succès des études universitaires et ont poursuivi d'importantes carrières. Par-delà son rôle d'enseignement, Marie Apps est un milieu qui dépasse largement le cadre des formations qui y sont dispensées. Par son esprit d'accueil et d'entraide, c'est, bien sûr, un centre de formation mais aussi un lieu de vie permettant la découverte de soi. Faut-il préciser que le fait de se connaître soi-même, avec ses capacités et ses limites, est un préalable indispensable à la rencontre interpersonnelle qui est le quotidien des praticiens en sciences humaines. La méthode clinique suppose la capacité d'observation et d'analyse de cas individuels, normaux ou pathologiques, et peut s'étendre à des groupes. Au départ, c'est une activité concrète étayée sur des théories. Elle peut donc fonder des généralités. Quoi qu'on en pense, cette méthode est indispensable dans l'approche thérapeutique et la mise en route d'un traitement approprié. Le génie de Marie Apps a été de permettre à celles et ceux qui réussissaient leur cursus de pratiquer directement et d'exercer la profession qu'ils avaient choisie. Ce qui n'empêchait en rien ceux qui le souhaitaient d'accroître cette formation de base et de l'approfondir de différentes manières d'ailleurs, par des études universitaires ou des sessions de formation intensive dans l'un ou l'autre secteur de spécialité. Je suis heureux d'avoir été enseignant à Marie Apps, d'y avoir rencontré des collègues passionnants et d'avoir eu l'occasion de participer à la formation de jeunes dont j'ai pu apprécier l'ouverture et la richesse intellectuelle et personnelle. Dr Paul Livens, psychiatre. Ancien professeur à Marie Apps. Professeur émérite de l'Université catholique de Louvain. Préambule. Il m'aura fallu 465 jours pour prendre le temps nécessaire à la conception d'un ouvrage qui me permette d'inscrire dans un espace intemporel ma longue histoire vécue dans le cadre d'une institution, dont lorsque j'en franchis pour la première fois les portes en juin 1966,
j'ignorais encore qu'elle jouerait un rôle essentiel dans mon parcours de vie. Il m'aura fallu 465 jours pour trouver également la forme que je pourrais donner à cette histoire, sans risquer de hérisser la sensibilité des historiens professionnels dont je ne possède pas la formation, et dont j'ignore tout du travail de recherche qu'ils sont amenés à réaliser pour donner aux faits et événements la crédibilité et la dimension d'un document historique. Je craignais également, en retraçant pas à pas 100 ans d'histoire d'une école, de lasser le lecteur par une approche un peu poussiéreuse, pour ne pas dire surannée, de faits vécus par des générations d'étudiants et de professeurs qui ont chacun à leur manière laissé des traces de leur passage, sans pour autant que ces traces soient indélébiles. Il me semblait encore que mon très long vécu personnel, de 1966 à 2012, couvrant 46 années de cette histoire, m'empêcherait d'aborder son récit de manière neutre et impartiale et qu'il me serait difficile de relater les faits et anecdotes sans y glisser des éléments totalement subjectifs qui viendraient témoigner, s'il le fallait, combien je me suis impliqué dans les différentes missions qui m'y ont été confiées. C'est au hasard de la découverte d'un dictionnaire amoureux du piano, au Bellamy, 2014, que m'est venue l'idée de présenter Marie Apps sous la forme d'un dictionnaire. L'idée s'est imposée à moi de manière claire, évidente et totalement impérative. Je la ressens aussi comme un clin d'œil mnésique à une décennie, 1992 à 2002, consacrée au long travail d'élaboration du dictionnaire de logopédie. Elle est aussi une manière de réaliser ce travail de mémoire, en l'abordant par diverses entrées qui sont autant de thèmes spécifiques directement en relation avec la vie de cet institut. Cette approche très fragmentée, suivant l'ordre alphabétique bien établi dans le cadre d'un dictionnaire, donne aussi au lecteur la possibilité de se promener d'un sujet à l'autre, au hasard des entrées répertoriées dans la table des matières, ce qui permet un voyage thématique et une approche historique peu conventionnelle sans doute, mais respirant la vitalité et le dynamisme, qualité très présente et particulièrement cultivée dans l'espace appsien. Ce faisant, il est également possible d'y intégrer des écrits, glanés au hasard des événements et faits relatés par l'un ou l'autre, d'une manière académique parfois, légère et humoristique souvent, tant il est vrai qu'à Marie Apps, il est de bonne aloi de travailler sérieusement, mais de ne jamais se prendre au sérieux. Cette collecte de textes a permis de rassembler des éléments repris à des journaux datant du début de l'existence de l'école, 1919 et années suivantes, dont les articles étaient soigneusement découpés et collés dans des registres. Certains ont été retrouvés dans les caves de l'hôtel de maître situé au 11 rue d'Arlon, après avoir échappé miraculeusement aux tentatives successives de vider les locaux des archives pour faire de la place dans des bâtiments toujours trop exigus. D'autres pages proviennent de différents auteurs, qui ont de près ou de loin participé à cette histoire et qui y ont laissé traîner leurs plumes, ou les touches de leur clavier, imprimant ainsi, au fil de leur inspiration ou des nécessités spécifiques à leur activité au sein de l'école, des pages relatant des moments de vie parfois très anecdotiques. Celles-ci seraient sans doute oubliées dans un traité historique, enlevant ainsi le piment même de ce qui fait encore aujourd'hui partie intégrante de l'activité appsienne. Ce dictionnaire me permet aussi d'écrire à la première personne et d'y inscrire sans remords la part de subjectivité que je revendique dans cette approche d'une institution dont j'ai fait partie intégrante et qui reste dans ma mémoire avec son lot de souvenirs ineffaçables, tantôt légers et drôles, parfois douloureux et fatigants, toujours passionnés et passionnants. J'ai tourné la page de cette vie institutionnelle avec beaucoup de facilité, même si je m'y suis donné avec ce qu'on appelait dans le temps la vocation. Cette inclination toute personnelle, mais puissante, de me mettre au service d'une école qui m'avait permis à l'aube de ma vie d'adulte, de me découvrir et de croire en mes compétences jusque-là bien enfouies dans le tréfonds de mes incertitudes créées par un parcours scolaire où je me suis sentie malmenée. Marie Apps savait, et sait sans doute encore, valoriser le meilleur chez les jeunes qui acceptent de se remettre en question et de quitter la zone de fausse certitude dans laquelle le monde cherche à leur enlever leur liberté d'être. Pour tout cela, je m'étais promis de lui rendre un jour cet hommage. La proximité de son centenaire est sans doute un puissant moteur pour activer ce travail de mémoire. A. Administratif. Curieux, et même peut-être un peu provocateur, de trouver ce terme comme première entrée d'un ouvrage dédié à une institution d'enseignement. Curieux,
dans la mesure où la plupart des lecteurs ne pensent pas de prime abord aux aspects administratifs qui sont pourtant indispensables à gérer pour maintenir à flot un établissement scolaire. Provocateur, car au sein de l'Institut, les services administratifs et le corps enseignant ont souvent vécu une lutte de pouvoir même si, au quotidien, il semblait régner entre les équipes respectives et surtout les personnes qui les composaient, une entente cordiale et une entraide amicale. Le personnel administratif était très limité lors de la création de l'institution. Dans un document, non daté, mais qui doit avoir été édité dans les premières années après la création de l'école, apparaissent les noms des personnes engagées à l'Institut, membres du conseil d'administration, du comité de direction, du corps professoral et des services administratifs. Ces derniers comprenaient 3 membres du personnel. Une directrice, la comtesse G. Rambaud de Dutzel, une économe, mademoiselle Durlet et une trésorière, mademoiselle Duchamp. Le secteur administratif s'est progressivement étoffé pour faire face aux multiples directives ministérielles. Celles-ci, au lieu de simplifier les tâches de gestion, n'ont fait au fil des ans que complexifier les rapports entre les écoles supérieures et les instances officielles qui en supervisaient le fonctionnement. En a résulté une diversification grandissante des fonctions administratives qui, assurées au départ par une seule personne, se sont progressivement élargies à des services comprenant un nombre de plus en plus important de membres du personnel. Service accueil, secrétariat des étudiants, service du personnel, service financier et comptabilité, service d'impression, service technique, service informatique. Que les intéressés me pardonnent si leur service n'est pas repris ici, mais une énumération exhaustive pourrait paraître fastidieuse. Cette administration, devenue lourde et indigeste, a nécessité la mise en place d'un responsable qui en assurait la coordination. Cette tâche était assurée à l'origine par la secrétaire générale de la direction, du temps de Madame de Galoxy, Lucette Évrard. Elle a été remplacée après son départ par Brigitte Coilin, qui était une cheville ouvrière maîtresse dans la mesure où elle était capable de toucher à 1001 activités en même temps. Elle contrôlait le travail des différents services tout en étant attentive à chacun, et en devenant oreille compatissante pour ceux, professeurs, étudiants ou personnel administratif, qui venaient la trouver en quête d'une solution à un problème personnel et ou d'organisation. Les impératifs financiers et administratifs devenant de plus en plus envahissants, le conseil d'administration a jugé utile, en 2006, d'adjoindre à la direction générale et pédagogique une direction administrative et financière qui fut confiée à Christophe de Boom-van Driesch. Cet engagement a permis une refonte complète des services administratifs, remaniement qui ne s'est pas passé sans heurts dans la mesure où certains ont vécu celui-ci comme une véritable révolution. Il est vrai qu'il a conduit à préciser des descriptifs de fonctions, inexistants jusque-là, avec pour objectif de professionnaliser ces fonctions et d'éviter ainsi le maintien de fiefs personnels protégés et inviolables derrière lesquels se muraient quelques irréductibles incompétences. Cette professionnalisation s'accompagne très logiquement d'une démarche d'évaluation, elle aussi au départ, assez mal vécue tant par quelques membres du personnel que par certains représentants syndicaux. Il a fallu convaincre, ce qui a été validé par la suite dans le cadre des audits qualité, du caractère constructif d'évaluation impliquant une réflexion à la fois en équipe et individuelle sur ce qui fonctionne bien et moins bien au niveau des tâches à assurer, sur les objectifs à se fixer, les attentes vis-à-vis de la direction, les étapes pour y arriver et les outils nécessaires pour améliorer le travail et s'y sentir plus à l'aise. La direction peut alors compléter cette démarche en proposant au personnel des formations payées par l'employeur pendant les heures de travail. Heureusement, certains membres du personnel, sans doute même une majorité, ont trouvé intéressant de pouvoir dégager du temps pour réfléchir sur le travail quotidien et prendre le recul nécessaire pour avancer et acquérir de nouvelles cordes à leur arc. Certains d'entre eux revendiquaient même cet entretien avec les directions, qui leur semblait correspondre à une attente et une demande d'être entendus et reconnus dans leur travail, et les difficultés qu'ils pouvaient y rencontrer. Les services administratifs de l'Institut, depuis leur création, ont aussi dû faire face à une révolution fondamentale de leur fonctionnement dans les années 1990 puisqu'ils ont vu transformer les outils de travail et fleurir sur les bureaux les écrans d'ordinateurs et l'utilisation de logiciels censés améliorer l'efficacité et le rendement de chacun. Pour les membres du personnel en fonction,
Ce fut une démarche progressive, non sans résistance, voire souffrance, de se voir quasiment obligé d'abandonner les supports et les outils de travail nécessaires dans le cadre d'une bureaucratie construite essentiellement sur la constitution de documents, laborieusement écrits, à la main d'abord, à la machine à écrire ensuite. Certains y ont vu une opportunité d'améliorer leurs services et de mettre à disposition des enseignants une nouvelle façon de faire et de communiquer entre eux. Internet, courrier électronique. D'autres ont naïvement cru que l'ère informatique allait leur simplifier leur quotidien et limiter de façon drastique l'utilisation du papier, ce qui contribuerait à la sauvegarde des forêts amazoniennes. Les plus rebelles ont finalement dû se soumettre à cette nouvelle manière de faire, ou alors céder la place à de nouvelles recrues, nourries dès le biberon au maniement de l'électronique, qui supplantaient alors leurs aînés, confinés dans des tâches répétitives souvent dénuées d'intérêt. Les premières illusions passées, il nous faut faire le constat que l'informatisation présente sans nul doute des avantages mais n'évite pas la manipulation de documents papier, voire les multiplie de façon exponentielle. Et surtout, le budget qu'il faut déployer pour maintenir à niveau l'outil fait dire à certains que l'informatique est un puits sans fond. Passage obligé vers le XXIe siècle, les jeunes engagés de l'administration ne peuvent même pas imaginer ce que fut le travail de secrétariat au début de la création de l'école. Et si, par malheur, l'outil présente des déficiences techniques, ou pire, connaît une coupure radicale de fonctionnement, l'administration se paralyse et est dans l'incapacité de produire le moindre document, ce qui dans des moments cruciaux comme les délibérations peut déboucher sur l'impossibilité d'apprécier les résultats des étudiants aux examens. Force est néanmoins de reconnaître que cette informatisation est arrivée à point nommé, pour gérer un nombre toujours croissant d'étudiants, qui d'une centaine en 1919, dépasse allègrement les 1500 têtes à l'heure où ces lignes sont écrites. L'élargissement de la structure administrative de l'Institut a abouti, récemment, à la création d'un poste de responsable des ressources humaines qui contribue largement à la professionnalisation des différentes missions assurées par les services. Le décret Marcourt a définitivement sonné le glas d'un possible amateurisme. Allard, André-Marie 1963. Ce nom signe l'émergence de la mixité au sein de l'Institut et la fin d'une dénomination, Institut supérieur pour jeunes filles, qui le limitait à accueillir en son sein une population exclusivement féminine. Premier étudiant masculin de la section assistant en psychologie, il a ouvert la porte à ceux qui l'ont suivi sans pour autant créer d'entrée de jeu une massification fulgurante de la gent masculine sur les bancs des auditoires. Les étudiants n'ont d'ailleurs jamais été majoritaires, surtout au sein des sections du type court, 3 ans d'études, par opposition au type long, 4 ans d'études. Il est sans doute important de préciser que les sections type court et type long renvoient à une ancienne nomenclature qui a prévalu jusqu'à la création des hautes écoles en 1996. Le type court rassemblait les départements assistants en psychologie, logopédie et audiologie. Le type long était la dénomination réservée aux sections de traduction et d'interprétation. Le petit nombre de jeunes gens dans un auditoire essentiellement fréquenté par des demoiselles faisait qu'ils étaient souvent entourés d'une cour toute à leur dévotion dont certains, faut-il le dire, profitaient sans vergogne. Il n'était pas rare de voir ces étudiants fréquenter assidûment le bar qui leur était réservé pour les heures de pause, mais qui devenait leur lieu de prédilection avec la certitude qu'une copine leur refilerait les notes de cours qu'elle suivrait de son côté avec régularité et sérieux. APA. L'Association des praticiens en psychologie appliquée regroupe essentiellement des anciens de Marie Apps, diplômés en assistant en psychologie, soucieux de défendre leurs intérêts professionnels. Sur le site internet qui lui est consacré, il est possible de retrouver quelques traces relatant les origines et le développement de cette association qui était ouverte aussi à d'autres professionnels, logopèdes notamment, désireux de soutenir par leur présence et leur action les valeurs et les engagements de cette organisation. Philippe Gossuin, dans le journal publié par l'APA, écrivait en 1995. Il y a 25 ans déjà, les pionniers de notre APA ont lancé un premier bulletin d'information. Il comprenait, sur 3 pages stencilées, des informations sur des offres d'emploi et sur des séminaires et recyclage. La sortie du numéro 100 permet de resituer et de comprendre les motivations qui ont animé les fondateurs de cette corporation.
Monique Alez, elle-même assistante en psychologie, avec la spécialité de psychomotricienne, écrivait « Il m'est difficile de parler de l'historique de l'APA. Sa création est en effet déjà ancienne et remonte à 1970. C'est Madame de Galoxy, alors directrice de l'Institut Libre Marie Apps, qui m'a demandé de créer l'Association des praticiens en psychologie appliquée, soit l'APA. Cette association regroupait à l'époque uniquement des détenteurs du diplôme d'assistant en psychologie, délivré par l'Institut Libre Marie Apps. Nous formions une équipe enthousiaste et dynamique qui cherchait déjà à affirmer et à défendre la profession. De nombreuses démarches étaient effectuées auprès de ministères et auprès de certaines instances. Divers séminaires et journées d'études étaient organisés afin de permettre aux membres de l'association d'affiner leurs outils professionnels. Nous nous rendions cependant de plus en plus compte qu'il était utile que l'association devienne une union professionnelle. C'est d'ailleurs le message que nous avons laissé quand nous avons confié la tâche à une autre équipe. Depuis lors, l'union s'est constituée. Elle a continué à affirmer et à défendre la profession, tout en proposant des séminaires intéressants. L'APA peut aussi revendiquer la paternité de l'Union professionnelle belge des psychomotriciens francophones, UPBPF, qui voit le jour en 1989 grâce à la volonté et la ténacité de Monique Alez, Bernadette Van Ries, Anne Ledecq et Marie-Rose Smets, la première sans doute à avoir donné les bases de cette spécialisation à l'Institut. Arlon, rue des Institut Libre Marie Apps, rue d'Arlon, 11 050 Bruxelles. Voilà l'adresse officielle de l'Institut, même si le 1050 actuel était en fait 1040 lors de l'avènement des numéros de code postal en Belgique. Il serait vain de me demander l'explication de ce changement, lié sans doute à des divisions administratives communales qui sont assez éloignées du thème de cet ouvrage. Cette adresse, c'est la maison mère, le berceau, celle qui a vu naître l'Institut qui lui est resté fidèle contre vent et marée. Car que n'y eut-il pas de tentatives, toutes infructueuses à ce jour, pour essayer de nous implanter sur d'autres sites, le plus demandeur étant sans nul doute le campus universitaire de la faculté de médecine de l'UCL à Woluwe. L'école est depuis sa création, toujours sous le haut patronage de l'Université catholique de Louvain, et l'Alma Mater aurait tellement apprécié, s'il faut en croire les tentatives réitérées mais toujours avortées, de nous accueillir dans son giron. Mais le berceau est très vite devenu trop exigu pour accueillir le nombre grandissant d'étudiants ES, et leur donner des espaces de cours à dimension variable suivant le type de matière enseignée, cours théoriques ex cathedra ou séminaires et cours pratiques. À cela s'ajoutent les besoins de plus en plus pressants de dédier certains espaces à des locaux administratifs, dont le personnel augmente proportionnellement aux nécessités engendrées par l'accroissement de la population étudiante et par l'alourdissement des tâches administratives. Il semble bien que l'immeuble du 13 à 14 de la place de Jambline de Meux, où l'école s'est implantée en 1921, ait été le plus éloigné du berceau originel. C'est à cet endroit également qu'un internat, ou pédagogie, pour employer une expression traditionnelle de l'Université de Louvain, a été fondé, permettant aux jeunes filles de province d'y être hébergées et sans être astreintes à la rigueur du régime ordinaire de l'internat, d'y jouir d'une liberté surveillée, en rapport avec leur âge et leurs études. Cette pédagogie était desservie par les religieuses de la Vierge fidèle. Cette infidélité à la rue d'Arlon n'a été qu'une passade de courte durée, puisque dans un article du XXe siècle, novembre 1928, on peut lire que l'école supérieure de jeunes filles vient se retremper à sa source, elle retourne à son berceau, mais la source est élargie et le berceau agrandi. Sur les dépendances de l'hôtel Bernhardt, 11 rue d'Arlon, s'élève un bâtiment considérable réuni au corps de logis principal et comportant au rez-de-chaussée une série de salons, à l'étage de grandes salles que les battants d'une porte mobile permettent de réunir en une salle plus vaste. Le centre névralgique de Marie Apps reste depuis lors ce 11 rue d'Arlon, dont l'espace vital s'est élargi en colonisant progressivement des maisons, adjacentes ou non, mais proches géographiquement de ce siège originel du 11. C'est ainsi que l'école a loué et ou acheté, au gré des opportunités qui se présentaient à elle, le 15, le 14, le 4, 6, 8, le 9 et le 5 rue d'Arlon, faisant de cette rue son fief incontesté. Mais d'autres abris ont accueilli les cours ou les activités qui en dépendent.
la rue de Trèves verra une de ces maisons donner le gîte au cercle des étudiants tout en allouant l'un ou l'autre étage à des activités pédagogiques spécifiques, cours d'expression créative, ateliers d'expression libre. La bibliothèque de l'Institut connaît elle aussi des lieux d'hébergement différents passant du 24 rue d'Arlon, à des locaux sur la place du Luxembourg même, pour finalement être assignée à résidence au 3e étage du 11 rue d'Arlon où elle devient très vite un haut lieu de recherche et de documentation. Malgré la nécessité d'agrandir encore et toujours les espaces pour héberger une population grandissante d'étudiants, la rue d'Arlon gardera, et garde encore, le statut de berceau de l'école, subissant avec plus ou moins de bonheur des transformations intérieures pour en améliorer les capacités d'accueil. Dans ce quartier de la place du Luxembourg, la commission des monuments et sites règne en maître et a évité à certains bâtiments d'être purement et simplement rasés pour faire peau neuve. Il n'empêche que je garde toujours la nostalgie d'un jardin d'hiver, style Art Nouveau, au rez-de-chaussée du 5 rue d'Arlon qui a cédé la place à un laboratoire de langue beaucoup moins paisible et bucolique. Les transformations ont sans doute permis d'améliorer la qualité de l'enseignement, mais au détriment peut-être d'une certaine qualité de vie. Assemblée générale. Dans l'article 20 des statuts de l'ASBL Institut Libre Marie Abs, sous le patronage de l'Université catholique de Louvain, partenaire de la Haute École Léonard de Vinci, il est possible de mieux comprendre le rôle exact d'une assemblée dont j'ai accepté de devenir membre à l'issue de mon mandat de direction. Cette assemblée générale est définie comme suit. Extrait des statuts de l'ASBL Institut Libre Marie Abs publié au MB. Art. 20, c'est l'organe général de gouvernance de l'association. Elle possède les pouvoirs qui lui sont expressément reconnus par la loi ou les présents statuts. Sont réservées à la compétence de l'Assemblée générale les missions suivantes. A. Les modifications des statuts. B. La nomination et la révocation des administrateurs. C. La nomination et la révocation des commissaires, et la fixation de leur rémunération lorsqu'une rémunération leur est attribuée. D. La décharge à octroyer aux administrateurs et aux commissaires. E. L'approbation des budgets et des comptes. F. La dissolution de l'association. G. L'exclusion d'un membre. H. La transformation de l'association en société à finalité sociale. Cette énumération des pouvoirs de l'Assemblée générale peut donner à penser que c'est un organe d'une importance capitale dans la gouvernance de l'Institut. Et c'est une réalité, en tout cas, légalement parlant. Concrètement, dans les faits, il ne m'est jamais arrivé de vivre une réunion de cette instance au cours de laquelle les membres contestent les décisions qui ont été travaillées et prises en amont par le conseil d'administration. Assistant en psychologie. Le département assistant en psychologie a connu une naissance difficile, même si elle était intensément souhaitée par l'Institut lui-même, tout comme par le monde professionnel qui estimait à sa juste valeur la formation donnée à l'École supérieure pour jeunes filles. Dénomination fréquemment parodiée en École pour jeunes filles supérieures. Un rapport rédigé dans le cadre de la reconnaissance du titre d'assistant en psychologie permet de se faire une idée des nombreuses étapes qu'il a fallu franchir. Déjà avant la guerre de 1940, mais surtout dans les années qui ont suivi le conflit, des demandes émanent de diverses institutions, groupements de jeunes, colonies de vacances, mouvements sociaux, qui cherchent à engager des jeunes filles formées et spécialisées pour assurer des fonctions de responsabilité dans des institutions en charge d'enfants et d'adolescents socialement défavorisés par l'après-guerre. Avant la Seconde Guerre mondiale, on ne parle pas d'éducateurs en Belgique. Le personnel des orphelinats et des quelques écoles et internats pour enfants handicapés est constitué surtout de religieux. Dans les maisons de correction accueillant les jeunes ayant commis des délits et relevant directement des pouvoirs publics, le personnel est composé essentiellement de surveillants et d'instituteurs. Dans les chauffoirs, asiles et maisons d'accueil, ce sont souvent des religieux ou des bénévoles, voire d'anciens pensionnaires qui assurent la direction, l'accueil et la gestion quotidienne. Un point commun à ces institutions, tant publiques que privées, réside dans l'absence ou le peu de qualifications spécifiques du personnel éducatif qui doit surtout montrer de la bonne volonté, un intérêt pour les enfants, le sens de la bonne éducation, une disponibilité et un dévouement à toute épreuve.
Si une première école destinée aux éducatrices voit le jour en 1938, le Parnasse à Bruxelles, il faut attendre la fin des années 1940 et surtout des années 1950 pour voir un véritable dispositif de formation se mettre en place, le moniteur devenant progressivement éducateur. Des écoles pionnières dans la formation des éducateurs au niveau de l'enseignement supérieur se créent. L'école des cadres de l'abbaye d'Aulne à Gauzet, Thuin, et le centre de formation éducationnelle à Liège. Proposant des modèles d'éducateurs différents, le meneur d'hommes scoutisme d'un côté, le modèle personnaliste, humanisme chrétien, de l'autre, ces deux modèles serviront de pôle de référence aux écoles qui se créeront par la suite. Les deux demandeurs principaux d'un personnel techniquement qualifié étaient l'abbé Froidure qui cherchait des responsables pouvant éduquer des jeunes marginalisés par les séquelles de la guerre, ainsi que Georges Foirge, fondateur de l'école des cadres de l'abbaye d'Aulne en 1944. http://www.educ.be /carnet/histoire/historique.pdf fermant. Dès 1946, l'école Marie Apps organise une section de pédagogie familiale. Très vite les médecins s'intéressent à ce programme et envisagent d'étendre celui-ci à la formation d'assistantes en psychiatrie. Les premières promotions, d'ailleurs, arboraient sur leur précieux diplôme le titre d'assistante en psychologie et psychiatrie. Mais la spécificité médicale a rapidement posé problème, et l'école a renoncé au deuxième volet, psychiatrie, du titre, gardant néanmoins à son programme un nombre d'heures important consacrées à la psychopathologie. Il lui semblait essentiel de maintenir cette spécificité de la formation, dans la mesure où les diplômés orientaient leur champ d'action dans une diversité de secteurs où les enfants, adolescents et adultes présentaient souvent des perturbations psychologiques qu'elle se devait d'identifier à défaut de les soigner. Très curieusement, la formation et le diplôme ont été provisoirement reconnus par l'État belge. À l'époque, la Belgique était encore unitaire pendant 6 années. Mais la reconnaissance définitive s'est fait attendre jusqu'à l'aube des années 1960. Cette demande de reconnaissance a été particulièrement soutenue par le baron Van den Bruggen, directeur de l'enseignement technique supérieur, et par le docteur Étienne de Grief, professeur à l'Université catholique de Louvain, auteur de plusieurs ouvrages de psychiatrie et fondateur d'une clinique psychiatrique privée, dont Paul Livens, autre figure marquante de la pédopsychiatrie à Marie Apps, a été le disciple et collaborateur direct. De Grief, fondateur du centre qui porte son nom, estime que la formation des psychologues à l'université est surtout centrée sur la psychologie expérimentale, la psychométrie et la recherche. Or les médecins psychiatres souhaitent une aide sur le plan clinique. L'assistante en psychologie est plus proche de cette orientation clinique grâce notamment à la formation pratique engrangée au cours des stages, par ailleurs étroitement supervisée, hôpital psychiatrique, orientation scolaire et professionnelle. Cette formation pratique n'existait pas dans le contexte du diplôme universitaire. L'assistante en psychologie est une technicienne de l'application des méthodes psychologiques sous la direction et le contrôle du psychologue universitaire. Elle aide le psychologue dans sa tâche de dépistage, dans l'élaboration du psychodiagnostic et dans l'application du traitement psychologique supervisé, s'il y a lieu, par un psychiatre. Le diplôme une fois reconnu, la formation s'est développée en plusieurs orientations poursuivant chacune des objectifs bien spécifiques. À l'heure actuelle, ces options existent toujours et sont décrites dans le programme du bachelier en psychologie. https://www.vinci.be /bi/bachelier-en-psychologie.aspx L'assistant en psychologie envisage la personne dans sa globalité. Ses compétences contribuent à offrir un accompagnement de qualité en termes d'information, d'orientation, de prévention, d'aide psychosociale, de remédiation. Son travail est centré sur l'accueil, le respect et l'écoute. L'assistant en psychologie participe à un travail d'évaluation psychologique et à la mise en place d'un suivi individuel et/ou collectif. Le métier s'exerce souvent au sein d'une équipe pluridisciplinaire, collaboration avec des médecins, juges, logopèdes, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, enseignants, puéricultrices, responsables des ressources humaines. Les études s'organisent en plusieurs blocs. Le bloc 1 pose les fondements de la psychologie.
les bases scientifiques, le cadre légal et le réseau professionnel dans lequel elle évolue, les fondements philosophiques et historiques, la psychologie dans les différentes cultures. Des exercices pratiques d'observation mais aussi d'application de techniques sont au programme dès le début de la formation. À partir du bloc 2, l'étudiant est amené à choisir parmi 3 options. Psychologie clinique. Cette option forme l'étudiant sur base de l'observation, du testing et de l'entretien, à proposer une relation d'aide à des personnes souffrant de difficultés individuelles, familiales, sociales ou institutionnelles. Psychopédagogie et psychomotricité. Cette option est centrée sur la compréhension du développement normal de l'être humain et de ses capacités d'adaptation. Elle a pour objectif de permettre à l'étudiant d'entreprendre une action éducative ou rééducative auprès de personnes qui présentent des difficultés d'adaptation psychologique, pédagogique ou psychomotrice. Elle concerne tous les âges de la vie, enfance, adolescence, adulte et vieillesse, et s'étend à la famille, l'école, le quartier et la société. Psychologie du travail et orientation professionnelle. Le bachelier assistant en psychologie sera amené dans ce cas à gérer des problématiques psychologiques liées au monde du travail, à l'orientation scolaire et professionnelle, au recrutement et à la gestion des risques liés aux conditions de travail, stress, harcèlement, accidents de travail. Marie-Apps apporte un soin particulier à l'organisation et la supervision des stages en milieu professionnel. L'Institut collabore avec un vaste réseau de professionnels partenaires, et des professeurs de pratique professionnelle sont engagés pour aider les étudiants à tirer le meilleur de leurs expériences sur le terrain. La formation s'achève par la soutenance d'un travail de fin d'études devant un jury sélectionné parmi les meilleurs professionnels. Audiologie. L'histoire de l'audiologie à Marie-Apps est indissociable de celle de l'Université catholique de Louvain, et plus particulièrement du département ORL de la faculté de médecine. 2 noms me viennent immédiatement à l'esprit. Celui du professeur Paul Guns et de son successeur Johan van den Ecco. Médecin ORL, lui aussi, assistant du professeur Paul Guns, il lui succède à la tête du centre d'audiophonologie. Il a fortement développé ce centre, inauguré en 1966 au 2e étage de l'école de santé publique ainsi que la licence en logopédie mise en œuvre par son prédécesseur. Il a en outre créé un graduat en audiologie à l'Institut libre Marie-Apps, sous l'égide de l'UCL. De même que la licence en logopédie a été la première à être créée en Belgique, le graduat en audiologie l'a été également et a servi de modèle pour ceux qui ont été instaurés dans la suite, notamment en France. C'est au centre d'audiophonologie qu'a également été créée une section de pédo-audiométrie, qui en a fait sa réputation. Ces 2 professeurs, P. Guns et J. van den Ecco, ont eu un rôle important dans la création de la section audiologie à Marie-Apps. D'abord d'une durée de 2 ans, elle rassemblait essentiellement les acousticiens prothésistes, déjà sur le marché de la prothèse auditive et désireux d'obtenir une reconnaissance officielle par l'obtention d'un diplôme reconnu. La formation s'est rapidement élargie à 3 années d'études, sur le modèle du graduat en logopédie, dont il s'inspirait d'ailleurs, en inscrivant dans son programme des matières initialement données aux futurs logopèdes. Le bachelier en audiologie, https://www.vinci.be/page/bachelier-en-audiologie.aspx est le spécialiste paramédical de l'oreille et de l'audition. Comme professionnel des soins de l'audition, le bachelier en audiologie exerce ses activités. Comme audiologue, attaché à un service nez-gorge-oreille, hôpitaux et consultations privées, aux côtés des médecins spécialistes en otorhinolaryngologie, pour assurer la partie technique de l'évaluation fonctionnelle du système auditif et de l'équilibre. Nous parlons alors d'audiologie clinique. Comme pédo-audiologiste, membre d'une équipe pluridisciplinaire dans un centre d'audiophonologie pour assurer l'adaptation des prothèses auditives et suivre l'évolution des enfants atteints de problèmes auditifs. Il collabore avec d'autres spécialistes, médecins ORL, logopèdes, psychologues. Comme audicien, le plus souvent dans un centre auditif, pour assurer l'adaptation des prothèses auditives et le suivi des patients, c'est ce que nous appelons l'audiologie prothétique.
L'audiologie est un métier combinant expertise technologique et relations d'aide personnalisées. Le programme de bachelier en audiologie vise à fournir des professionnels polyvalents et compétents aussi bien dans le domaine de l'audiologie clinique, audiologue, que dans celui de l'audiologie prothétique, audicien, avec une approche qui allie à la fois haute technicité et relations d'aide aux personnes. Avec le vieillissement de la population et l'exposition aux nuisances sonores, il y a de plus en plus de problèmes auditifs. Les besoins du secteur en professionnels qualifiés sont donc de plus en plus importants. Seule formation en Communauté française de Belgique, sa réputation a largement franchi les frontières de notre pays, grâce notamment à l'investissement et au dynamisme de Patrick Verheyden. Les Français viennent nombreux s'asseoir sur les bancs de Marie Apps et apprécient particulièrement, tout comme le monde professionnel d'ailleurs, l'option clinique de la formation qui permet aux audiologues de rejoindre les équipes médicales et paramédicales de nombreuses institutions hospitalières. Worgens, Paul Verheyden, Patrick. Auditoire. Ce concept, ou plutôt cette réalité particulièrement étendue et protéiforme au sein de l'Institut, a induit en moi une curiosité linguistique devenue une seconde nature en ce qui me concerne. La recherche initiale de la signification d'un vocable dans un outil élémentaire mais non moins indispensable à l'approche sémantique d'un terme déterminé, le dictionnaire. Le Larousse donne plusieurs sens à auditoire. Ensemble de personnes réunies pour l'audition de quelque chose, de quelqu'un, public, assistance. En Belgique et en Suisse, grande salle de cours ou de conférence, amphithéâtre. À la lecture de cette approche duelle, je me rends compte que à l'Institut Marie Apps, les deux significations coexistent réellement, surtout sans doute dans l'esprit des enseignants. Pour les étudiants, en effet, l'auditoire désigne essentiellement l'espace dans lequel ils s'installent pour écouter l'exposé ex cathedra d'un professeur. Pour l'enseignant, les deux significations prennent sens puisque les cours sont donnés dans l'espace auditoire, devant un public déterminé qui peut être, selon les spécialisations, un auditoire de psychologie, de logopédie, d'audiologie. Les auditoires, à Marie Apps, ont d'abord été bricolés en abattant des murs entre les pièces de la maison mère, 11 rue d'Arlon, ce qui permettait d'obtenir un espace suffisamment grand pour accueillir un nombre d'étudiants toujours plus important. Des gradins, sur lesquels des tables et des chaises étaient disposées, se remplissaient de manière plus ou moins serrée suivant l'intérêt suscité par la matière et le professeur qui en était titulaire. Je me souviens des cours d'Henri Van Lier, dont le talent d'orateur et d'acteur, un professeur est toujours un peu un acteur qui s'ignore, non, attirait une foule d'auditeurs dont certains venaient même d'autres écoles. Si nous n'étions pas au poste un quart d'heure avant le cours, nous devions nous installer sur les marches des gradins qui étaient très vite envahis par des grappes d'étudiants serrés comme dans des boîtes à sardines. À l'époque, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. C'est Aznavour, la bohème. Les mesures de sécurité étaient loin d'être aussi draconiennes qu'elles ne le sont devenues par après. Je n'ose imaginer l'attaque cardiaque qu'aurait sûrement subi le gestionnaire des bâtiments du XXIe siècle, et celle du capitaine des pompiers responsable des dispositifs de sécurité mis en place pour éviter tout risque d'incendie. Quand on sait qu'à l'époque, il était même admis de fumer dans les auditoires, je ne peux m'empêcher de frémir à la simple idée des risques encourus par cette génération innocente et inconsciente sans doute, mais tellement riche de spontanéité et d'improvisation. Les espaces plus exigus sont réservés aux cours pratiques, lieux dont l'arrangement même et la disposition des tables et des chaises mobiles permettent de travailler des matières sous la forme d'échanges dans le cadre de séminaires et de discussions de cas. L'enseignement à Marie Apps est en effet essentiellement orienté sur une application directe et intégrée de la théorie à la pratique. Cela n'empêche nullement l'exigence, la rigueur et la valeur scientifique des apprentissages, mais l'éclairage pratique donne sens à l'approche conceptuelle et permet de relativiser ce que la théorie peut avoir de réducteur et de généralisateur quand elle n'est pas confrontée à la réalité de l'humain. Ces cours pratiques sont aussi l'occasion d'échanges particulièrement riches et donnent la possibilité aux plus inhibés d'être reconnus dans leur identité, de pouvoir apprendre à s'affirmer dans un groupe et de ne pas se sentir comme un petit personnage de Sampé, englouti dans la foule anonyme d'un auditoire surdimensionné. Il y aurait encore beaucoup à écrire sur ces espaces de travail, et pour plagier une tirade bien connue, ah non. C'est un peu court madame.
On pouvait dire « Oh Dieu !» bien des choses en somme. Eurostan, 1897. Car l'auditoire reste l'espace de vie principal de l'étudiant et du professeur, et il doit leur permettre de vivre au mieux ces années d'enseignement, étape transitoire sans doute, mais ô combien importante avant la plongée dans la vie professionnelle. Il est vrai que, en dehors des contenants auditoires proprement dits, il y aurait aussi beaucoup à écrire sur les contenus, en l'occurrence, le matériel pédagogique qui permet aux enseignants de présenter, d'illustrer, de clarifier, de structurer leurs exposés. Très rudimentaire lors de la création de l'Institut, une estrade, un simple tableau noir, quelques craies, un frotteur, un seau, une éponge. Cette simplicité a prévalu certainement jusqu'à l'avènement de technologies plus sophistiquées. Progressivement, les locaux se sont dotés de microphones, de rétroprojecteurs, de projecteurs de diapositives, pour aboutir au projecteur data, matériel dont la complexité technique implique une présence active d'une équipe de techniciens prêts à intervenir quand un professeur lambda, téméraire ou pusillanime selon les cas, met à mal par des manœuvres intempestives ce matériel qui implique un minimum de formation et d'information avant de pouvoir être mis en état de fonctionnement. Certains enseignants, la plupart chevronnés par des années de pratique pédagogique, se sont d'ailleurs toujours refusés à utiliser ce type d'appareillage, estimant, à juste titre me semble-t-il, qu'il n'est en rien un gage de qualité de la formation. D'autres s'y sont lancés à corps perdu, au risque d'ailleurs de s'y perdre. Car, qui dit matériel élaboré dit aussi risque de panne et de dysfonctionnement rendant son utilisation totalement impraticable. Ce qui les amène à se mettre en chômage technique, prétendant qu'il leur est impossible de donner le cours sans les supports didactiques que ces appareillages leur permettent d'utiliser. Oserais-je dire que j'ai toujours trouvé dans ces circonstances de carence technique, que le retour au tableau noir et à la craie n'était pas une issue dégradante, et que cela me permettait au moins d'avancer dans l'exposé du cours. Je n'ai d'ailleurs jamais eu d'étudiant qui se soit révolté en constatant que j'abandonnais une projection de slides, au profit de schémas et de plans écrits au tableau. B. Bachelier. Suite au décret définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration dans l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, l'enseignement supérieur en Belgique a adopté une nouvelle appellation des différents titres qu'il délivrait antérieurement. Si à l'issue de mes 3 années d'études supérieures à Marie-Apps, de 1966 à 1969, j'ai obtenu le titre de graduat en logopédie, complété par 3 années de licence en logopédie à l'Université catholique de Louvain. Ces diplômes sont devenus après le décret de 2004 totalement obsolètes et il deviendra bientôt incongru et suranné de dire que j'ai le titre de licencié en logopédie. Finalement, c'est sans doute chou vert et vert chou. Le bachelier professionnalisant ou de transition en Belgique, aussi appelé bachelor en Belgique néerlandophone, est le diplôme de l'enseignement supérieur universitaire ou non universitaire sanctionnant la réussite d'un premier cycle de 3 années d'études. Le cycle comprend au moins 180 crédits, ECTS. Cette désignation fait suite au processus de Bologne entré en application l'année académique 2005 à 2006. On distingue 2 types de bacheliers. Les bacheliers professionnalisants, anciens graduats, l'élément supérieur de type cours qui permettent directement l'accès à une profession. Les bacheliers de transition, anciennes candidatures universitaires qui ne forment pas un métier mais donnent accès au master. Il m'a toujours semblé que dans cette dichotomie existant en Belgique sur le sens du terme bachelier, notre pays se mettait en porte-à-faux par rapport aux impératifs préconisés par Bologne. En effet, la distinction entre bachelier professionnalisant et bachelier de transition est une invention à la belge, destinée, ne nous leurrons pas, à contourner le décret qui autorise tout détenteur d'un bachelier en 3 ans à s'inscrire directement, et sans aucune année supplémentaire dans un cursus universitaire permettant l'obtention d'un grade de master. La Belgique, je crois bien ne pas me tromper en affirmant que c'est le seul pays, a mis en place cette distinction surréaliste. Il est vrai qu'elle est le berceau de ce courant artistique, pour éviter que les bacheliers professionnalisants n'envahissent le territoire universitaire après les 3 années de formation initiale.
Les universités ont ainsi obtenu de pouvoir imposer de façon totalement arbitraire aux détenteurs du titre de bachelier une année de transition avant de pouvoir aborder les 2 années du master. Prétexte invoqué par l'université, les bacheliers professionnalisants n'ont pas le niveau suffisant, notamment au point de vue théorique, pour aborder avec succès un cursus de master. Il leur est donc imposé une année de mise à niveau, qui allonge d'autant la durée des études. En Belgique, si vous ne commencez pas vos études supérieures à l'université, vous ne pourrez obtenir le titre de master que si vous acceptez d'user 6 ans vos fonds de pantalon ou de jupe sur les bancs des établissements d'enseignement. Étant moi-même détentrice des 2 diplômes, je pense être en droit de dire que la formation de bachelier est un tremplin fantastique pour aborder le cursus universitaire. Je prétends d'ailleurs avoir dû bosser davantage pendant mes études à Marie-Apps qu'à l'université, où je faisais de brèves apparitions au cours ayant décidé de faire la licence tout en travaillant. Depuis, le master, a sans doute connu une complexification et surtout une augmentation horaire importante, mais ceux qui s'y frottent à l'heure actuelle sont tous d'accord pour dire que cette approche universitaire leur est rendue très accessible grâce aux acquis engrangés dans l'enseignement supérieur, à une maturité plus grande et à une expérience de terrain acquise au cours des stages dont l'étroite supervision à Marie-Apps permet de comprendre et d'intégrer la théorie à la pratique. En dehors même de ces considérations, le principe 3+2+3 caractérise le système des accords de Bologne. 3 ans pour le bachelier, professionnalisant et de transition, plus 2 ou 3 en médecine, années supplémentaires pour le master, plus 3 années supplémentaires pour le doctorat. Pour moi, le Belge reste à la traîne de ce que les accords de Bologne ont pu créer dans la démarche dynamique et progressive de la formation professionnelle et scientifique. Bal de Marie-Apps. Depuis mon entrée comme étudiante à Marie-Apps, cette soirée mondaine me semblait être une tradition incontournable dans une institution, initialement réservée aux jeunes filles de bonne famille. Leur destin était souvent tout tracé. Rencontrer un beau parti et fonder une famille chrétienne où la femme jouerait son rôle d'épouse et de mère, dotée d'une solide formation intellectuelle acquise au cours de ses années de formation à l'Institut. Et comment, au XXe siècle, rencontrait-on un beau parti ? C'était rarement le fruit du hasard. Les bonnes familles se connaissaient entre elles et les mariages étaient bien souvent arrangés, même si dans le meilleur des cas, il était permis aux garçons et filles qu'on destinait l'un à l'autre de se rencontrer au cours de soirées mondaines, dont les bals étaient sans doute les occasions les plus propices pour apprivoiser la partenaire qui vous était destiné eux. J'ai été très déçue en fouillant dans les archives de Marie-Apps, et notamment dans les registres où étaient soigneusement collées les coupures de presse relatant les événements marquants qui se déroulaient à l'Institut. Il n'y est à aucun moment question de bal, alors que sont décrits dans les détails les cycles de conférences qui y étaient donnés, les concerts de musique classique, les fancy fairs et autres activités festives qui jalonnaient la vie de l'Institut. Mais de bal aucune trace. Quoi qu'il en soit, dans les années 1960, les bals étaient un événement annuel très prisé organisé par un comité des fêtes, assisté par le cercle des étudiants, rassemblant la direction, les professeurs et les étudiants ES dans une salle de réception de la capitale, salle qui variait selon les années. Beaucoup de ces lieux ont disparu du paysage festif de la capitale, mais je me souviens d'une soirée dansante dans le cadre prestigieux du Concert Noble, rue d'Arlon, à 2 pas de l'Institut. Vu la disproportion notoire existant entre le nombre de jeunes filles et de jeunes gens fréquentant l'Institut, invitation était lancée aux autres instituts supérieurs qui présentaient de préférence une proportion inverse dans la représentation filles-garçons. C'est ainsi que l'ICHEC, Institut catholique des hautes études commerciales, l'ECAM, École centrale des arts et métiers, les facultés universitaires Saint-Louis, faisaient partie des invités incontournables. Personnellement, je ne peux pas prétendre m'y être rendu avec assiduité. J'ai le souvenir d'avoir consenti à y paraître l'année où la direction de l'époque, Madame de Galoxy, avait décidé d'en faire un moment clé du jubilé des 70 ans d'existence de l'Institut. C'était donc en 1989. Pour la deuxième et dernière fois, je m'y suis rendu en 2005, quand les hasards de la vie et surtout le départ de Bernard Devlaming au cabinet de l'enseignement supérieur, m'ont propulsé sur le devant de la scène de l'Institut pour en assurer la direction. Je ne suis pas certaine que ces activités dansantes se soient soldées par la constitution de nombreux couples durables.
Quelques flirts sans nul doute, peut-être bien l'une ou l'autre rencontre plus pérenne. Mais pour ceux qui aimaient ce type de loisir, le bal était sans conteste un moment festif très apprécié, permettant d'ailleurs un temps de rencontre moins académique entre direction, professeurs et étudiants, leur donnant ainsi la possibilité de se côtoyer dans une ambiance festive plus ou moins décontractée. Car pas question d'arriver ce soir-là en jean et basket. À l'époque d'ailleurs, ces tenues étaient tout au plus de mise pour travailler à des activités de bricolage, mais n'étaient en aucune manière le code vestimentaire des étudiants à l'institut. Et pour le bal, il n'était pas question d'y avoir accès sans arborer une tenue de soirée, robe longue pour les dames, smoking pour les hommes. Il va sans dire que si certains donnaient l'impression d'être parfaitement à l'aise dans leur froufrou et leur col amidonné rehaussé d'un nœud papillon, d'autres semblaient empruntés, comme déguisés dans cet attirail vestimentaire que plusieurs d'ailleurs avaient été choisir dans une boutique de location pour la circonstance. Mis sur pied par les étudiants, ce bal semble actuellement s'organiser dans une certaine discrétion, sans réelle publicité susceptible de faire de cette soirée un événement fédérateur. Pour les anciens, cette tradition reste un souvenir d'une époque où régnait encore une manière d'être au monde, peut-être frivole, mais non dénuée de charme et de nostalgie. Bâtiment. La localisation de l'Institut gravite autour de la gare du Luxembourg, en plein cœur de ce qui est devenu le quartier européen. C'est d'ailleurs derrière la petite gare du quartier Léopold qu'apparaît, majestueux et un peu écrasant, l'édifice que d'aucuns ont appelé le caprice des dieux, le Parlement européen, c'est-à-dire l'organe législatif directement élu de l'Union européenne. Je ne m'attarderai plus ici sur la colonisation progressive par l'Institut de la rue d'Arlon, mais ceux qui ont œuvré pour donner aux étudiants, professeurs et administratifs des cadres de travail adaptés aux besoins de chacun m'en voudront de ne pas évoquer certains hauts lieux d'implantation, souvent qualifiés de provisoires quand l'Institut s'y installait pour une période indéterminée, notamment lors de travaux de profonde rénovation des bâtiments dont l'Institut était propriétaire. Ce fut le cas du 15, rue Gaudecharles, bâtiment situé dans une petite rue partant de la chaussée de Wavre et débouchant sur la rue d'Italie. J'invite le lecteur à se rendre à la page qui lui est consacrée. Nous y sommes quand même restés près d'un quart de siècle. Et tout inconfortable qu'il ait été, ce lieu avait un caractère de convivialité que certains anciens évoquent encore avec un brin de nostalgie. Face à la gare du Luxembourg, au fond de la rue du même nom, une ancienne maison de maître a aussi été un repère des départements paramédicaux de l'Institut dans les années 1990 et jusqu'en 2004. Des anciens salons de réception, aménagés en auditoire, se sont avérés très vite très bruyants et fatigants pour les étudiants qui devaient y passer des journées entières, mais aussi pour les professeurs qui, s'ils ne pratiquaient pas correctement un mécanisme pneumophonique adéquat, se retrouvaient quasi à faune en fin de cours. En effet, les fenêtres n'étaient pas, et ne pouvaient pas l'être, dotées de double vitrage, et les va-et-vient incessants des bus et voitures sur les pavés bruyants de cette artère très fréquentée auraient avantageusement pu remplacer pour Démosthène le chahut de l'océan devant lequel il tenta d'atteindre une élocution digne du grand orateur qu'il finit par devenir. Cette location provisoire du 20 rue du Luxembourg a permis à Bernard Devlamingh, durant son mandat de direction, d'entreprendre 2 vastes chantiers sur des sites que le conseil d'administration décida d'ajouter au patrimoine immobilier de l'Institut. D'une part, les maisons du 14, 16, 18 rue d'Arlon, investissant également dans la foulée le 4 et le 6. D'autre part, un site connu par les habitants de la chaussée de Wavre sous l'appellation de l'œuvre du Calvaire. Il comprend plusieurs bâtiments, et couvre pratiquement une superficie de 3595 mètres carrés, après une rénovation complète d'une structure hospitalière dédiée initialement à l'accueil de malades incurables et des bâtiments annexes destinés à l'hébergement de la communauté religieuse qui y consacrait sa vie. Inutile de préciser que l'appellation initiale, rappelant la vocation caritative première de ces bâtiments, a fait l'objet de palabres diverses pour lui donner un nom susceptible finalement de traverser les âges et les affectations successives que ce site pourrait encore se voir attribuer. Doté d'une belle allée de tilleuls, classée d'ailleurs, le domaine a reçu pour son inauguration en septembre 2004 le nom de ces arbres dont les fleurs odorantes peuvent servir dans des infusions calmantes et apaisantes. J'ignore si cette indication médicinale a pu être utilisée par les étudiants,
et où les professeurs lors des périodes particulièrement mouvementées et stressantes des sessions d'examen. On aurait pu croire que l'étendue du site Les Tilleuls permettrait d'éteindre définitivement la quête incessante de nouveaux lieux sur lesquels implanter les différents départements de l'Institut. Il n'en fut rien. Actuellement, le bachelier en psychologie a trouvé résidence au 84 rue de Trèves, finalement pas très éloigné non plus du centre névralgique du 11 rue d'Arlon. Un total de 3000 m² supplémentaires, avec des espaces bureaux, mais abritant aussi des auditoires modulables en fonction du nombre d'étudiants à y installer selon qu'il s'agisse de cours donnés à de grands ou de plus petits effectifs. Cette dernière acquisition mettra-t-elle un terme à la colonisation progressive du quartier par l'Institut ? Car on est presque en droit de se demander si ce qu'il est commun d'appeler le quartier européen ne devrait pas plutôt porter la dénomination de quartier apsien ? Quoique que les derniers apsiens pure souche me pardonnent si je les heurte dans les mots qui suivent, mais la réalité des hautes écoles et leur statut juridique n'ont pas épargné l'évolution immobilière de l'Institut. Depuis peu, les 6 partenaires historiques de la Haute École Vinci et la Haute École elle-même ont décidé la constitution d'un patrimoine immobilier commun par rapport de biens et ou de droits existants et de biens et ou de droits futurs. Ainsi, le patrimoine immobilier est regroupé au sein de la société anonyme à finalité sociale Vinci Patrimoine ayant pour objet la constitution, l'acquisition, le financement et la valorisation du patrimoine immobilier directement ou indirectement affecté à l'enseignement et aux différentes missions fixées par la communauté française aux hautes écoles. En outre, par le biais de la SAFS Vinci Patrimoine, la Haute École Vinci bénéficie d'un meilleur accès à des financements extérieurs au-delà des subsidiations officielles. Document de synthèse concernant la dynamique immobilière de l'Institut Marie Abs, juin 2013. J'ignore si, dans cet autre monde d'où l'on ne revient pas, Madame Marie Abs peut encore se rendre compte de l'envergure immobilière que son projet initial a atteint aujourd'hui, et dans l'affirmative, si elle le vit comme une réussite ou une dépossession ? Question qui restera sans réponse dans cette synthèse rapide d'une évolution qui s'est opérée sur un siècle d'histoire. Voir Arlon rue des Godecharles Luxembourg, rue du Tilleul, les Bayet, Nathalie. Nathalie Bayet a, pendant une période très limitée dans le temps, octobre 2017 à décembre 2018, fait fonction de directrice de l'Institut Marie Abs et directrice de la catégorie sociale de la Haute École Léonard de Vinci. Ancienne étudiante dont j'ai supervisé le mémoire, elle a déjà un long parcours au sein de l'Institut. Mais son engagement sous le statut de la communauté française, relativement récent, ne lui donne pas l'ancienneté nécessaire pour obtenir le poste sans repasser par l'étape d'un nouveau scrutin. Son curriculum vitae témoigne d'un parcours assez atypique, riche d'expériences, d'études scientifiques et professionnelles diversifiées qui révèlent une ouverture à de nombreux centres d'intérêt. Elle débute ses études supérieures dans un domaine très éloigné des terrains cultivés au sein de Marie Abs puisqu'elle s'inscrit à l'ICHEC, Institut catholique des hautes études commerciales, où elle réussit les candidatures en sciences commerciales préparatoires à l'ingénierat commercial. Je me souviens, lors d'un entretien que j'ai eu avec elle quand je supervisais son mémoire en logopédie, lui avoir demandé pourquoi elle avait changé totalement d'orientation en s'inscrivant dans cette section paramédicale. Sa réponse fusa immédiatement. Son choix initial d'études n'ouvrait en rien à la communication interpersonnelle, et elle avait réalisé que les professions d'ingénierat ne correspondaient aucunement à ce qu'elle souhaitait privilégier dans sa vie professionnelle. Elle termine donc brillamment ses études de graduat en logopédie, mais réalise assez rapidement qu'elle veut approfondir certains domaines de cette orientation. La licence en psychologie du langage, qu'elle poursuit à l'université de Mont-Sénaud, lui donne non seulement le complément de formation qu'elle recherchait, mais lui ouvre aussi la porte de l'enseignement de cours théoriques en logopédie. Cette licence en psychologie du langage lui permet de continuer à exercer, tant comme logopède indépendante que comme professeure au sein du département logopédie de Marie Abs. Le certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur conforte sa fonction d'enseignante et elle diversifie les cours dont elle devient titulaire. Cette charge de cours, quoique importante, ne l'empêche pas de poursuivre sa pratique professionnelle personnelle comme indépendante auprès de jeunes et d'adultes.
Toujours ouverte à la recherche scientifique pointue, elle complète son parcours académique déjà consistant par un doctorat en psychologie et sciences de l'éducation qu'elle décroche à l'Université de Mons à l'issue de la soutenance d'une thèse ayant pour thème l'analyse de la prise d'information en fonction de liberté de parcours qu'offre un hyperdocument. Études auprès d'enfants de 8 et 11 ans. Lors du départ à la retraite de Michel Seron, chef du département logopédie, elle décide après mûre réflexion de se déclarer candidate à ce poste. Il lui donne l'occasion de porter un regard plus global sur le département et de poursuivre le travail de ses prédécesseurs en offrant à ses collègues et aux étudiants l'étendue de ses compétences et en les mettant au service d'objectifs susceptibles d'asseoir encore davantage la notoriété de la logopédie au sein de la haute école. C'est aussi une opportunité d'apprendre à mieux connaître les rouages de Léonard de Vinci, puisque comme chef de département, il est indispensable de s'impliquer dans des instances spécifiques à cette institution tutélaire. À peine installée dans le bureau et la fonction de chef de département, la démission de Dominique Dalle du poste de directrice de la catégorie sociale et directrice d'institut la place devant un nouveau choix dans la mesure où elle s'interroge sur l'éventualité de poser sa candidature à ce poste de direction. Avant de pouvoir réellement postuler, il lui faudra vivre une période entre deux eaux. Dominique Dalle absente pour raison de santé pendant un laps de temps qui se révéla assez long, il fallut assurer une période de transition au cours de laquelle le conseil de direction et le conseil d'administration décidèrent de mettre en place provisoirement une direction bicéphale. Ils mandatèrent Nathalie Baillet pour assumer les tâches incombant à la direction d'institut, tandis que Fabienne Deschenmaker assura la représentation de Marie Abs comme directrice de catégorie auprès des instances de la haute école. Cette période fut particulièrement difficile à gérer car ce partage de fonctions implique d'être en permanence à l'affût des informations émanant respectivement de l'Institut et de la Haute École, les deux étant habituellement intimement imbriqués dans la fonction de direction générale et pédagogique. Quand en décembre 2018, Nathalie Baillet renonce à présenter sa candidature au poste de direction de catégorie et de direction d'institut pour officialiser le mandat qu'elle exerce, c'est le chef de département logopédie faisant fonction, Daniel Maes, qui accepte de la remplacer pour éviter un vide de pouvoir préjudiciable au bon fonctionnement de l'institution. N'ayant pas fait l'objet d'une procédure de désignation telle que prévue par les décrets, et n'étant pas explicitement candidat pour exercer un mandat de direction, il a donc le titre de directeur faisant fonction, épaulé dans sa tâche par le directeur administratif et financier et la responsable des ressources humaines. Cette situation est toujours d'actualité, au moment où je termine cet ouvrage. Il est d'ailleurs difficile de prévoir quand elle sera régularisée et de quelle manière elle le sera. En effet, une gigantesque réflexion sur la gouvernance au sein de la Haute École Vinci est en cours actuellement et personne n'est en mesure de prévoir l'issue d'un remaniement qui sera vraisemblablement radical et modifiera en profondeur les modalités de fonctionnement et de direction des différents instituts. Bibliothèque. Collection de livres, de périodiques et de tous autres documents graphiques et audiovisuels classés dans un certain ordre. Local ou édifice destiné à recevoir une collection de livres ou documents qui peuvent être empruntés ou consultés sur place. Larousse. Il est difficile de localiser dans le temps, comme dans l'espace d'ailleurs, les origines de ce haut lieu de travail, de recherche et de documentation que tous les étudiants et professeurs, de Marie Abs ou d'ailleurs, peuvent encore atteindre actuellement après avoir gravi les différentes volées de l'escalier d'origine du 11, rue d'Arlon, conduisant au sommet du bâtiment, vers cette réserve de références scientifiques variées. À l'époque de mes études à Marie Abs, 1966 à 1969, cette bibliothèque était encore rudimentaire et faisait l'objet de toute l'attention du conseiller scientifique de l'époque, M. Georges Lurquin, éminent helléniste, linguiste chevronné et professeur redouté. C'est pendant sa carrière à l'Institut qu'il commence à créer un fichier répertoriant les livres et revues dont il élargit considérablement les champs d'acquisition et d'échange, notamment grâce à la création, en mai 1966 d'une revue, Le langage et l'homme, qui devient très rapidement un des fleurons de l'Institut par la qualité des auteurs et des publications qui y paraissent. Cette revue, trimestrielle à l'origine, a permis d'asseoir la renommée de l'Institut dans les milieux universitaires et scientifiques belges.
Sa renommée était aussi internationale et a permis d'obtenir, par un savant jeu d'échanges, des périodiques, revues et autres ouvrages de maisons d'édition avec lesquels Gélurquin entretenait des rapports étroits. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.